La santé et la pauvreté, c'est aussi un cercle vicieux. Les personnes qui sont pauvres ont plus de chances d'être malades et lorsqu'on est malade, c'est plus difficile de se trouver un emploi, c'est plus difficile de sortir de la pauvreté, ce qui fait qu'on a moins d'argent, ce qui fait qu'on est plus malade, ce qui fait qu'on a moins d'argent, ce qui fait qu'on est plus malade. Maintenant, allons-y avec les solutions. Non? Allons-y avec les solutions. Moi, je vois, je note 3 grandes familles de solutions pour sortir de la santé, sortir de la pauvreté. La première, c'est les aides conditionnelles. C'est un peu ce qu'on a présentement. On a des programmes, mais il faut prouver qu'on est assez pauvre pour y avoir raison. Il faut se débarrasser de toutes nos ressources financières pour y avoir. L'aide conditionnelle pose la question de la dignité parce que pour l'avoir, il faut être vraiment pauvre et être vraiment diminué. Et l'enjeu de l'accessibilité, parce que c'est pas tout le monde qui connaît nécessairement les programmes auxquels ils ont droit pour pouvoir aller chercher de l'argent. Alors, rapidement, aide conditionnelle. Le deuxième, c'est le workfare. C'est l'aide conditionnelle liée au travail, en quelque sorte. C'est de dire les personnes... je reviens un petit peu, c'est basé beaucoup sur les préjugés des personnes qui sont pauvres pour dire les personnes qui sont pauvres, elles sont pauvres, entre autres, parce qu'elles sont lâches et qu'elles n'ont pas les bonnes valeurs à la bonne place. Alors, on va leur donner les bonnes valeurs, on va leur montrer comment vivre, on va leur dire quoi faire. On va donc lier l'argent à l'exécution de travail ou l'exécution de programmes d'employabilité pour les forcer à rentrer dans le système de travail, le système économique. Donc, beaucoup basé sur des préjugés sur les pauvres et c'est aussi un manque de reconnaissance sur le travail qui est effectué parce que c'est souvent du travail qui est effectué à rabais. Et le troisième problème du workfare que je voudrais mentionner, c'est le non-respect du rythme des personnes qui vivent dans la pauvreté. Les personnes qui ont besoin d'aide de dernier recours, c'est rarement un choix. Hein. S'il y avait autre chose qu'ils pouvaient faire, s'il y avait des moyens d'avoir d'autres sources de revenus, ils le feraient. Des fois, ils ont juste besoin de prendre un temps pour se déposer puis reconfigurer leur vie. Mais si on les amène on leur dit non, moi je sais ce qui est bon pour toi et voici ce que tu dois faire, on ne respecte pas ce rythme-là et on peut avoir des effets pervers, on peut arriver à des effets contraires de ce qu'on voudrait. Et aussi, si en imposant notre vision de ce qu'il faut faire pour sortir de la pauvreté, on empêche cette personne-là de faire ce qu'elle croit qu'elle a besoin de faire pour sortir de la pauvreté. On lui trace un chemin, mais peut-être que cette personne-là a un autre chemin qu'elle voudrait prendre qui lui amènerait à une destination qui est beaucoup plus importante, intéressante. On ne le saura jamais parce qu'on a décidé pour elle qu'est-ce qu'elle avait besoin de faire. Ce qui m'amène à la troisième grande famille, le revenu minimum garanti. Et Mathieu en a déjà parlé, il a volé tous mes spoilers en parlant de l'exemple de Dauphin au Manitoba et du Mincom. Plusieurs choses intéressantes à noter par rapport à ça. La première, c'est que le programme a été arrêté parce qu'il y a eu un changement de gouvernement à la fois au provincial et au fédéral et que donner de l'argent aux pauvres, c'est contre-intuitif. On a l'impression qu'on donne de l'argent à rien faire, et ça coûte de l'argent. Donc, au changement de gouvernement, des nouvelles personnes qui ne croient pas au programme coupent le programme et ensuite prennent les archives puis les mettent dans un entrepôt pour ne plus jamais y toucher. Ça prend une économiste plusieurs années plus tard qui entend parler de cette expérience-là, trouve ça intéressant et essaie de retourner dans les données pour voir qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai. Donc, Mathieu a parlé de certains impacts, notamment sur la santé. J'en rajouterais un aussi. On a vu une diminution de la violence conjugale. Je pense que ça aussi, c'est intéressant à noter. Et oui, on a vu une augmentation de la persévérance scolaire, mais on a aussi noté qu'il y avait 2 catégories de personnes qui n'ont pas augmenté leur temps de travail avec ce programme-là. Est-ce que ça veut dire que le programme a des effets pervers, que finalement, donner de l'argent aux pauvres, ça les encourage effectivement à la paresse? Pas du tout. Les 2 catégories de personnes qui ont réduit leur temps de travail avec ce programme-là sont les mères de jeunes enfants. Il n'y avait pas de congé de maternité dans ce temps-là, fait qu'ils ont pris l'argent pour s'occuper de leurs enfants. Et les jeunes hommes qui ont profité de ce programme-là pour, justement, continuer d'aller à l'école plutôt que d'arrêter pour aller aider leurs parents à gagner de l'argent.
Fait que le revenu minimum garanti, on voit plusieurs projets pilotes passer les uns après les autres et c'est toujours le même problème des échéances électorales. Un vrai projet de pilote ou non de revenu minimum garanti doit prendre plus que 2, 3 ans, 4 ans à faire et à analyser. Mais le fait qu'on change de gouvernement si souvent ça nous empêche d'aller chercher les résultats les plus intéressants de ce côté.